Eh bien, nous continuons ce thème consacré aux nouvelles mobilités avec le témoignage d'une collectivité locale. Avec nous, Christine Bruno. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, et vous êtes également vice-présidente du syndicat Autolib. C'est donc l'occasion pour moi de vous demander comment se porte Autolib. Est-ce un succès ? C'est un vrai succès. Autolib se porte vraiment bien et c'est vrai qu'avec maintenant un an de recul sur la situation, on est enchanté non seulement de voir les phasages de développement et de l'usage de la voiture Autolib, la Blue Car Autolib, dans Paris, la ceinture proche et un peu plus loin parfois, et aussi le nombre de villes qui adhèrent à ce système qui fait qu'à terme, l'Île-de-France pourra vraiment être reliée par une connexion spécifique d'un libre service d'une voiture mise à disposition du public, qui est donc un véhicule individuel, alors que jusqu'ici, le service public était exclusivement concerné par les transports collectifs. Là, on a une petite révolution avec un usage particulier d'une autre voiture, qui n'est plus la voiture dont on est propriétaire, mais la voiture qui est partagée par tous, dans une définition spécifique de cette délégation de service public. Alors, avez-vous déjà quelques résultats chiffrés ? Oui, on en a beaucoup. Maintenant, ils sont très variables parce que Paris a un développement beaucoup plus important vu sa dimension. Certaines villes comme Boulogne-Billancourt, qui à terme aura 22 stations, n'a aujourd'hui que près de 10 stations en fonctionnement. Les dernières vont s'installer dans les 6 mois qui viennent, mais on est globalement sur mettons 3 mois, mais ça évolue tellement vite parce que ça se démultiplie et ça augmente. On est à 4000 voitures utilisées, sachant qu'une des stations de Boulogne, celle qui est boulevard de la République, est celle même par rapport à Paris qui est la plus utilisée et qui est sur des moyennes de 3000 demandes de voitures en 3 mois. C'est très intéressant et nous voyons là que non seulement pour les citoyens d'une ville, mais aussi pour les salariés des entreprises, sachant que cette station est spécifiquement située dans un quartier tout à fait lié à de grands sièges d'entreprises. Aujourd'hui, des grands groupes offrent à leurs salariés des cartes Autolib pour qu'ils fassent leurs déplacements de cette manière. Donc là, on a un lien stratégique non seulement à l'usage individuel d'un citoyen lambda dans la ville, mais on a aussi un usage très spécifique des déplacements des salariés des entreprises dans la journée, dans le cœur de leur activité professionnelle. Et alors sinon, plus globalement, est-ce qu'on a une idée de l'usage justement qu'en font les habitants, notamment de votre commune ? Mais écoutez, nous savons que beaucoup de déplacements se font de Boulogne vers Paris, mais aussi de Boulogne vers les villes de l'autre côté de la Seine. La Seine était vraiment une petite frontière particulière que pour le coup nous partageons avec Paris puisque nous sommes dans la boucle de la Seine. Et ce qu'il faut vraiment noter et qui est important, de par les derniers résultats que nous avons des études et des enquêtes faites, c'est que 10% de la population qui utilise Autolib, où que ce soit, envisage aujourd'hui de vendre sa voiture. Et ça veut dire qu'on est vraiment sur l'idée d'un fonctionnement, en tous les cas dans les zones urbaines très denses, sur l'idée de ne plus avoir sa voiture dont on est propriétaire, mais d'avoir une voiture qu'on prend en leasing pour partir en vacances, sachant qu'à ce moment-là, nous, et notre objectif, c'est la réduction carbone et des gaz à effet de serre dans nos villes, et de fait, un véhicule électrique, puisque le véhicule Bolloré est électrique, à usage partagé de cette manière est très très intéressant par rapport à notre politique de lutte contre le réchauffement climatique. Alors vous évoquiez tout à l'heure cette présence nouvelle des collectivités sur un transport individuel. Est-ce que le curseur est déjà à son maximum ou est-ce qu'on peut envisager encore développer Autolib notamment ? Le curseur n'est absolument pas à son maximum parce que l'étalement progressif se fait de plus en plus et on constate par exemple que le soir, vers 18h, 19h, 80% des véhicules disponibles dans Paris ont quitté Paris et sont en dehors de Paris, en dehors de Boulogne également. Ce qui fait d'ailleurs que Bolloré a offert des systèmes de retour depuis l'extérieur de Paris, dans Paris le soir, avec forfait gratuit, considérant qu'il fallait revenir vers Paris pour redonner un souffle et une évolution. Il considère aujourd'hui avoir un manque à gagner de 40% de déplacements à cause de tous ces véhicules qui quittent Paris en fin de journée. L'idée est de les faire revenir dans Paris
Paris pour redonner la capacité encore d'une nouvelle circulation qui aujourd'hui peut devenir réelle. Donc vous voyez, une marge de 40% supplémentaire sur l'existence est énorme. Mais le résultat est déjà assez extraordinaire, y compris sur la gestion financière du projet, qui est déjà en voie de croissance telle que les meilleurs résultats possibles attendus par Bolloré, qui doit quand même équilibrer son opération financièrement, sont vraiment acquis d'avance, et l'opération marche très bien et correspond à une vraie demande, à un nouvel usage d'un déplacement dans des grandes villes denses. Alors toujours dans cette démarche de déplacement individuel organisé peu ou prou par la collectivité, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? On pense des vélos électriques, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des projets ou même des actions déjà menées? Oui, tout à fait. Et nous avons, Paris le fait, mais nous l'avons fait également depuis un certain temps. Nous favorisons l'achat du vélo électrique avec une subvention donnée sur la base évidemment de la vérification d'un réel achat d'un vélo électrique. Nous favorisons autant que cela est possible d'autres modes de déplacement. C'est parfois d'autres véhicules, mais c'est aussi d'autres modes de fonctionnement comme le covoiturage vers lequel nous allons aussi en communautarisant des outils qu'on met à disposition de grands groupes ou de la population pour avoir, et ça peut être un groupement d'entreprises aussi, qui se retrouve à créer un site de covoiturage. Pour avoir la masse minimum. Exactement. Et nous pensons que sur un territoire, ce qui est intéressant, quand on a de grands acteurs économiques, ce qui est notre cas, on a 80 000 emplois sur notre ville, on en a sur notre agglomération 180 000, c'est plus que la Défense. Donc vous imaginez les transits permanents, considérant que pour Boulogne en tous les cas, 30% des emplois de la ville sont ceux d'habitants vivant là. Le reste, et la marge est grande, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui donc tous les jours se déplacent pour arriver sur leur lieu de travail. Donc le covoiturage, des sites de covoiturage, qu'ils soient villes ou qu'ils soient ceux de grands groupes, sont des outils intéressants. Et d'une manière générale, la réflexion sur comment on se déplace, il n'y a pas seulement le type de véhicule, mais il y a l'organisation et les schémas à mettre en place pour favoriser et rationaliser un déplacement positif décarboné. Alors on peut peut-être développer ce point-là, puisque jusqu'à présent on avait l'habitude de voir les collectivités s'intéresser essentiellement aux infrastructures, et là on a vraiment le sentiment que vous êtes passé à l'étape d'après, organisation, gestion de l'information. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Absolument, et dans le cadre aujourd'hui d'un ensemble de documents réglementaires, obligatoires ou non, c'est vrai que les plans de déplacement urbain qui intègrent le plan local d'urbanisme sont aujourd'hui des documents clés, absolument intéressants, et pour ce faire et pour aller au maximum du potentiel d'une ville, ce qui est important, c'est également de travailler avec des experts, d'avoir des expertises de l'analyse du transport dans la ville, pour aussi préserver, ce qui n'est pas anodin, les lieux qui sont très impactés comme étant des points noirs durs, la préservation aussi des zones calmes à très peu de circulation, c'est quelque chose d'important. En tous les cas, on doit davantage imaginer dans la prospective de schémas de déplacement dans la ville. Ça vaut autant pour le circuit classique voiture, camion, que pour les circuits et les schémas de liaison douce à vélo, à pied. Et on constate à Boulogne, comme dans beaucoup de villes aujourd'hui, que cet aspect chemin piéton, cheminement piéton, est très intéressant. Et en termes de santé publique, marcher, c'est une bonne chose, faire du vélo aussi. Mais en tous les cas, les analyses de fond de comment dans une ville on va permettre à la ville de respirer au mieux, autant dans les déplacements que dans la santé environnementale, c'est aujourd'hui essentiel. Et je dirais qu'à Boulogne, on réfléchit aussi à la manière dont on pourrait éventuellement externaliser certains flux. Quand vous avez des grands axes qui traversent une ville, comme c'est le cas chez nous, qui quittent Paris pour partir dans l'ouest parisien, eh bien, imaginez aujourd'hui pouvoir ou enfuir certaines voies ou partir sur l'eau, sur la Seine, travailler sur un sujet comme Voguéo et un système bateau-bus qui permettrait des transits différents. Ça nous intéresse et je dois dire que la clé aujourd'hui maximum et essentielle d'une réussite sur le futur, ça va être aussi la première gare du Grand Paris qui est
programmée à Boulogne, parce que réussir à faire circuler pour tout l'Île-de-France aujourd'hui et dans un train à grande vitesse un maximum de personnes qui prennent d'habitude des transports en commun classiques et qui transitent à l'occasion dans un moment de leur journée en intermodalité par la voiture sur la ville, ça nous intéresse terriblement. Et on est très très heureux d'avoir obtenu que ce grand schéma du Grand Express Grand Paris passe par Boulogne, desserve non seulement la rive de Seine sur le pont de Sèvres, mais aille aussi sur l'île Seguin, qui est un futur lieu très emblématique d'une île durable sur la Seine, et nous la voulons au maximum des énergies renouvelables et d'un déplacement innovant. Donc cette gare du Grand Paris est vraiment essentielle, sachant que là aussi, et c'est aux villes de s'emparer de ces thèmes, évidemment avec les grands aménageurs et les propriétaires des réseaux existants, mais l'idée d'une gare aujourd'hui, c'est tout simplement dire la gare de demain, la gare qui offre une intermodalité absolument passionnante, avec des relais, évidemment une station Autolib à l'arrivée du train, des systèmes Vélib, stationnement de vélos importants, pour que les gens venant de plus loin, qui ont absolument besoin aujourd'hui de nouveaux modes de transport parce que c'est très saturé, et c'est pour ça que parfois ils ne prennent plus par exemple le RER, que ces gens-là puissent venir jusque sur le territoire boulonnais et de là repartir avec un mode doux qui est décarboné, et c'est aussi un enjeu très important. Donc on est chaque fois dans la réflexion de nouveaux modes d'organisation et de connexion des différents modes de circulation. Mais alors on sait que tout ce qui est nouveau est parfois gênant, et en tout cas les comportements sont difficiles à changer. Comment est-ce que vous vous y prenez pour apporter la bonne parole aux habitants, et surtout, est-ce que d'après vous, il faut accompagner des usages en train d'évoluer, ou est-ce qu'il faut faire évoluer ces usages ? Mais je dirais que c'est un peu une loi de la palisse, il faut l'un et l'autre. Je parlais d'Autolib tout à l'heure, vous n'imaginez pas ce que ça veut dire dans une ville d'enlever par station 6 places de stationnement existantes dans un endroit où certes il y a des parkings, mais c'est aussi un souhait de la population de pouvoir se garer au pied de chez elle, etc. Et donc faire accepter, là c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres quand vous changez des axes, quand vous mettez des voies tout d'un coup à sens unique pour libérer une piste cyclable qui va prendre toute une marge de stationnement. Ça suppose de la concertation avec la population, une préparation en amont, c'est indispensable parce qu'il faut que la population ait envie de ce projet et participe vraiment à la mise en place du projet. Donc nous travaillons systématiquement en lien avec les conseils de quartier qui existent, avec consultation de la population, parce que c'est aussi ça une politique durable dans une ville, c'est être dans le mode participatif et avoir fait accepter ce changement de comportement et la réussite d'opérations d'urbanisme et d'aménagement dans le déplacement ne se fait pas sans cette étape. Je veux dire que le psychisme humain et la sociologie des comportements fait qu'on n'impose pas comme ça une nouvelle station de train, de bus où on change un mode de circulation sans l'avoir fait avec la population. Et comment évolue cette acceptation ? Est-ce que c'était plus difficile avant ? Est-ce que les gens prennent conscience petit à petit que finalement c'est pour notre bien à tous ? Je pense qu'il y a une évolution vraiment et une prise de conscience réelle d'une part de la population importante, mais il y a toujours des réactions, des recours, des actions en justice par les administrés qui ne veulent absolument pas que certaines choses changent. Il y en a que ça dérange vraiment, mais vraiment, nous on a de la chance puisque le dernier sondage d'Ipsos nous dit qu'à Boulogne-Billancourt, 15% de la population est soit attachée, soit très attachée à sa ville. Donc quand vous aimez votre ville, vous avez aussi envie qu'elle soit dans la modernité, qu'elle évolue avec toutes les nouvelles formes d'existence possibles, évidemment rationnellement mises en place. Et le déplacement en fait largement partie aujourd'hui. C'est un souci très important de la population que la circulation soit plus fluide, qu'on ait une ville plus décarbonée. Ça veut dire qu'ils comprennent qu'il faut trouver les moyens. Et trouver les moyens, c'est compliqué pour les politiques. Il faut être audacieux, il faut savoir associer, je parle des acteurs privés parce qu'ils sont très importants, les entreprises par leur PDE quand on les encourage, et nous avons mis en place un logiciel
à disposition des grands groupes pour qu'ils puissent élaborer, nous les accompagnons, un plan de déplacement d'entreprise. La population le sait, le comprend. Là aussi, c'est une action directe d'une définition de territoire qui fait que les univers privés et les univers publics communautarisent des moyens et trouvent des solutions globales à l'échelle du territoire. On n'est plus dans, moi, par exemple TF1, puisque c'est le premier PDE qui a été mis en place, je veux faire mon plan de déplacement. On est parfois à plusieurs entreprises qui vont faire un plan de déplacement commun. C'est aussi la ville et certaines institutions publiques de la ville avec des grands groupes privés qui a envie de faire avancer les choses. Et ce que je trouve assez passionnant, c'est de voir à quel point les grandes entreprises sont aujourd'hui très en attente de ce qui peut être fait sur ce sujet et très proactives de ce qu'elles vont pouvoir aussi offrir à leurs salariés en termes d'exemplarité de la gestion RH de la société et puis attachement à la ville, au territoire, donc travail en commun avec les élus. Merci beaucoup de nous avoir témoigné de ce dynamisme autour des nouvelles mobilités à Boulogne-Billancourt. Merci, au revoir madame. Merci à vous. Merci à vous également, internautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur cleantechrepublic.com. Au revoir.